On voit cette carte, c'est assez impressionnant parce que oui, les Russes arrivent. Alors certains diront, mais par rapport au nombre d'hommes et aux armes utilisées, ils avancent doucement, mais inexorablement. Et plus ils avancent, plus c'est facile, moins il y a de résistance et moins d'endroits et également pour ériger des contre-batteries et voire imaginer des offensives de Kiev. Oui, exactement. Et quand on regarde la dynamique, effectivement, dans le Donbass des derniers mois et des dernières semaines, effectivement, elle est clairement du côté russe. Ça, c'est quand on regarde au jour le jour les avancées russes. Après, quand on regarde sur l'année, quand on remet en perspective, les avancées russes dans le Donbass, c'est 4000 km². Oui, mais on est d'accord qu'il y a une accélération. Il y a une accélération ces dernières semaines. Peut-être ceci entraîne cela, c'est-à-dire que vous avancez, vous avez moins de résistance, donc vous avancez plus vite. Bien sûr, et de toute façon, les faiblesses de l'armée ukrainienne, on les connaît depuis plusieurs mois. Faiblesse dans la mobilisation, faiblesse et différentiel énorme entre le nombre de soldats ukrainiens et le nombre de soldats russes. Faiblesse sur le manque de munitions, le manque d'armement. Donc effectivement, les Ukrainiens, depuis des semaines, résistent à de forts assauts russes et gagnent du temps. Ils gagnent du temps. Et ils vont certainement pas répéter les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire au début de la guerre, à s'accrocher à des villes comme Bakhmout ou Avdiivka qui ont été très coûteuses en termes de vie humaine. Aujourd'hui, l'Ukraine ne peut plus se le permettre. Donc l'autre ville totem aujourd'hui pour les Russes au-delà de Kourakove, c'est Pokrovsk. Et aujourd'hui, avec en plus une dimension logistique, oui, c'est un nœud logistique encore plus importante. Oui, après, certainement que l'armée ukrainienne s'est déjà organisée en fonction d'une potentielle perte de Pokrovsk. Mais on voit mal les Ukrainiens aujourd'hui se défendre et s'attacher à défendre coûte que coûte des villes totems, ce que le général Yakovlev disait sur votre plateau ce week-end, qui sont des abcès de fixation. Et dans le jargon militaire, et on voit mal les Ukrainiens aujourd'hui perdre encore énormément d'hommes en s'accrochant à ces villes totems. D'ailleurs, oui, on le voit, Xavier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens résistent de moins en moins. C'est-à-dire qu'évitent que certaines villes ou certains secteurs se transforment en véritables charniers. D'abord parce qu'il y a de moins en moins d'hommes, et puis également parce que ça pose de plus en plus de problèmes politiques aussi pour Volodymyr Zelensky. Oui, en fait, ils échangent du terrain contre du temps. Ils reculent graduellement, doucement, pas du tout, effectivement, les mêmes tactiques que ce qu'on a pu voir au début de la guerre, notamment le cas emblématique, c'est Bakhmout. Maintenant, il faut revenir à l'objectif très important de Vladimir Poutine, c'est-à-dire conquérir le plus rapidement possible les oblasts qu'il a déjà annexés à la Fédération de Russie, qui sont rentrés dans la constitution russe, et ça pour les Russes c'est extrêmement important. C'est pas uniquement formel. C'est la course de vitesse. Il faut avoir, oui, c'est la course de vitesse. Avant, tout le monde le sait, toujours la même date, le 20 janvier, l'arrivée de Trump, où à ce moment-là, on verra ce qu'il est possible en termes de négociations. Pas du tout sûr que des négociations s'engagent tout de suite, mais on verra au moins ce qui est possible. Et là, il a un souci de taille, deux soucis d'ailleurs, qui s'appellent Kramatorsk et Sloviansk, qui sont les deux plus importantes villes qui restent encore côté ukrainien dans l'oblast de Donetsk, qui est l'oblast emblématique à conquérir. À Sloviansk, qui avait 100 000 personnes avant la guerre, on peut estimer qu'aujourd'hui il en reste 50 000. Et à Kramatorsk, il y en avait 146 000. On peut diviser aussi par deux. Et là, ce sera autre chose que de faire tomber des petites villes, comme ce qu'on a vu tout au long de cette année 2024. Vous avez dit Avdiivka, il y a eu aussi la ville de New York, et puis maintenant cette ville de Kourakove. Merci Laura de nous avoir rejoints. On va partir sur un autre front, même un autre secteur, même un autre territoire, puisque nous allons en Russie, du côté de Koursk. Alors, difficile de comprendre quand on n'est pas aguerri ni observateur de ce conflit, comment les Ukrainiens peuvent perdre autant à l'Est et comment ce week-end, étrangement, miraculeusement presque, et à la surprise en tout cas des Russes, ils ont lancé de véritables offensives sur le terrain. Oui, du côté de Koursk. Les forces de Kiev ont en effet mené plusieurs assauts hier dans la région russe de Koursk, qu'ils occupent en partie depuis août dernier. Ils ont tenté d'avancer au nord de cette ville de Soudja, dans la direction de la localité de Berdine, que vous voyez ici marquée sur ma carte. 3 vagues d'attaques auraient eu lieu, du matériel de guerre électronique, des véhicules blindés et environ 2000 soldats ukrainiens seraient engagés dans l'opération. Région de Koursk, bonne nouvelle, la Russie reçoit ce qu'elle mérite, a commenté Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, sur Telegram. Ce que l'on constate, vous allez le voir,
sur ma carte, c'est qu'en effet, les Ukrainiens ont repris un peu de terrain par rapport à celui qui était en leur possession le 17 décembre dernier. Vous voyez le 17 décembre en bleu plus clair. Aujourd'hui, un peu plus de terrain en bleu plus foncé. Alors, pourquoi continuer de sacrifier hommes et matériel dans cette région ? La réponse ne sera pas de moi, Christophe, mais de cet homme. Vous reconnaissez Anthony Blinken, qui est encore pour quelques semaines le secrétaire d'État américain. Il s'est exprimé depuis Séoul ce lundi. Première étape de sa tournée d'adieu. On l'écoute. Leur position à Koursk est importante, car il s'agit certainement d'un élément à prendre en compte dans toute négociation qui pourrait avoir lieu au cours de l'année à venir. Je pense qu'elle sera très importante si l'on arrive à un point où il y a des négociations et où il y a finalement un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu se fera dans les meilleures conditions possibles et dans le respect d'un processus à la fois juste et durable. Magali, c'est une dernière chance, c'est un dernier coup de poker que tente Kiev en essayant de garder cette carte maîtresse, je ne sais pas, on peut en parler, mais cette dernière carte dans la Manche en vue d'éventuelles négociations ou discussions. Il faut garder cette carte, en effet, et cette poche de Koursk avait tendance à se rétrécir comme peau de chagrin ces dernières semaines, puisque la Russie, aidée des Nord-Coréens, était repartie à l'offensive dans cette zone, justement pour essayer de chasser, de bouter hors des frontières de la Russie les Ukrainiens. Donc on avait l'impression que les Ukrainiens étaient plutôt en défensive. Et là, c'est vrai qu'ils surprennent en repassant finalement à l'assaut, en regagnant 2-3 kilomètres dans la profondeur du territoire russe. Et c'est vrai que c'est un signal très politique à ce moment-là, qui est envoyé notamment à Washington, notamment à Donald Trump 2 semaines avant l'investiture. Le message, c'est de dire continuez de nous aider, continuez de nous armer, parce que si on est armé avec les meilleures troupes, parce que ce sont vraiment les meilleures troupes ukrainiennes qui sont dans cette poche, eh bien, on obtient des résultats. Et c'est ce que dit Yermak, le bras droit de Zelensky, c'est de dire la Russie n'a que ce qu'elle mérite, mais surtout, les Américains aiment les forts. Il faut montrer qu'on n'est pas des losers. Et finalement, là, ce que cherche à démontrer l'Ukraine, c'est cela, c'est que les États-Unis ont encore tout intérêt à les aider, parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, parce qu'ils peuvent encore tenir la dragée haute à la Russie. Et c'est un peu ce que dit aussi Emmanuel Macron, qui était devant les ambassadeurs tout à l'heure, et qui a eu une phrase finalement assez similaire, en disant si on décide d'être faible et défaitiste, on a peu de chances d'être entendu de l'Amérique de Trump. Eh bien, manifestement, les Ukrainiens ont parfaitement reçu le message eux aussi. On va l'écouter, le président, parce qu'il a parlé également de réalisme ukrainien en vue de discussions ou de négociations. Je voudrais qu'on reste quand même sur cette offensive surprise. Le prix à payer, général, d'expérience, ça vous paraît cher, à la hauteur des enjeux? Parce que, bien évidemment, même si ce sont les meilleures troupes ukrainiennes, d'abord, vous sacrifiez quelque part vos meilleurs éléments, au détriment, on le voit, du front à l'Est qui ne cesse d'être percé, pour un gain territorial infime. Donc il faut qu'il y ait quand même une dimension importante derrière ces sacrifices. Je crois que le sacrifice est une vision politique. Ce sacrifice est nécessaire pour valider le choix politique du président Zelensky. Et je pense que tous les dirigeants aujourd'hui ne sont pas forcément capables d'accepter ce taux de perte potentiel pour atteindre un but politique dans des négociations futures. Et dans l'histoire militaire, ça s'est vu. Le seul problème, c'est qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui qu'on était capable de dire je vais perdre tant d'hommes, tant d'unités de combat, parce que certes, militairement, je vais avoir des pertes, mais politiquement, je peux gagner quelque chose. C'est, je dirais, le grand jeu des hommes politiques dans leurs responsabilités. Il faut après pouvoir l'assumer. Mais je crois que le président Zelensky l'assume parfaitement, ça c'est clair. Maintenant, revenons aux chiffres évoqués. Alors, d'abord, 2000 hommes, c'est rien. C'est même pas une brigade. C'est une brigade, en gros, ukrainienne, c'est 4000 hommes, 4000, 4500 hommes. Donc là, c'est une moitié de brigade, mais parce que quoi? C'est une décision stratégique, à votre avis, ou parce qu'il n'y a que 2000 hommes à jeter dans la bataille? C'est une possibilité. Deuxième question, d'abord, qui nous donne les chiffres de 2000 Simplement, parce que finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a sur le terrain, la date d'aujourd'hui. Ça a été très particulier, mais même les Russes, ce qui était... Les Russes ont été très surpris. Voilà. La façon dont ça s'est fait. On l'a vu bien évidemment sur les réseaux sociaux. Des Russes surpris et à la fois avec des éléments très
très précis sur le déploiement des troupes, mais un vrai flou sur les pertes, sur ce qui était engagé et surtout sur les possibilités de contre-attaque de Moscou. Enfin, il faut quand même voir que d'abord, c'est une surface très limitée. En gros, 30 km sur 20. 600 km². Finalement, c'est très faible. 2000 hommes, effectivement, est-ce qu'il n'y avait que ça de disponible? On ne sait toujours pas d'ailleurs quelles sont les forces ukrainiennes déployées dans la région de Koursk. À l'époque, on a parlé de 6, 8, 10 brigades, ce qui fait tout de suite 20, 30, 40 000 hommes. On ne sait pas où ils les rangeraient aujourd'hui. Donc, les 2000 hommes, maintenant, est-ce que ce n'est pas non plus une diversion? C'est une rumeur qui circule. Est-ce que ce n'est pas à un moment donné... Une diversion pour quoi faire? Pour pouvoir attaquer ailleurs sur le territoire russe. Pourquoi pas? Une autre opération oui, pourquoi en territoire russe. Parce que 2000 hommes, c'est insignifiant, et puis on fait confiance à l'ingéniosité ukrainienne. Et puis il y a surtout une chose importante, c'est que... C'est-à-dire que vous vous servez de cette opération, pour bien comprendre, pour pouvoir faire une diversion, faire un point de fixation pour les troupes russes. Oui, pendant ce temps-là, inquiéter le commandement adverse. Il y a eu des ça, c'est réussi au niveau de l'inquiétude, parce que ce week-end, du côté russe, c'était... Ça oblige les Russes à se réorganiser. Il y a eu des frappes quand même assez efficaces de la part des Ukrainiens. Il y a des officiers généraux, je crois, qui ont été tués du côté russe. Donc c'est aussi une désorganisation du commandement. Et puis quand même, le point le plus important, c'est que les Russes n'ont pas été capables de déceler, je dirais, le regroupement des forces, de déceler qui partaient à l'attaque, et finalement de les arrêter. Et quand on voit ça, ça veut dire qu'il y a un défaut du renseignement russe d'un côté, mais aussi, puisqu'il a beaucoup été évoqué, la guerre électronique a été en accompagnement des forces terrestres ukrainiennes, ce qui veut dire qu'ils ont été capables de rendre aveugles tous les capteurs russes, et donc de prendre l'avantage et de surprendre l'adversaire, c'est quand même le but de toute bataille. Alors, je vous laisse la parole, bien évidemment. Je voudrais juste qu'on regarde des images que l'on a trouvées ce matin. Je ne sais pas si ça en dit long sur la situation. Vous allez voir, ces soldats, ce sont des soldats nord-coréens qui expulsent d'habitation des civils russes, bien évidemment. On est en territoire russe pour prendre leur place afin de servir de ces maisons comme abri face aux drones ukrainiens et éventuellement de se tirer d'affaire. Pas certain que ces images que l'on peut vous diffuser fassent plaisir en Russie. Les Nord-Coréens se servent sur la bête en quelque sorte, parce qu'on peut aussi penser qu'ils ont mangé toutes les réserves de ces braves retraités russes pour s'abriter au chaud, à l'abri des drones, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, parce qu'en fait ils sont perdus dans cette campagne russe totalement gelée, qu'ils ont peu d'instructions, que de toute façon les instructions qu'ils ont quand elles sont en russe, ils les comprennent pas ou très 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 mal, et qu'ils se demandent où aller. Et la contre-attaque, on parlait de la contre-attaque ukrainienne, d'abord elle était indispensable parce que les Ukrainiens commençaient à être acculés sur leurs frontières et qu'à force de reculer, eh bien, ils n'auraient plus eu cette carte de négociation de Koursk dans leur manche. Et ensuite, ce que notent notamment les blogueurs, les blogueurs russes, c'est qu'elle a été menée de main de maître dans le sens où, comme le disait le général, la guerre électronique a extrêmement bien fonctionné et les Russes ne pouvaient plus faire décoller aucun drone. Ils en étaient réduits à utiliser les drones qui sont reliés, vous savez, par un câble optique au sol, qui volent juste au-dessus de la position sur laquelle on les envoie, mais qui ne peuvent pas forcément voir grand-chose du champ de bataille. Donc ils étaient aveugles et sourds sur le champ de bataille, et ils n'ont pas pu répliquer avec des tirs d'artillerie aux engins mécanisés, petits chars, petits transports de troupes qui arrivaient avec les Ukrainiens, car ils n'avaient plus, ils voyaient plus le champ de bataille, ils ne pouvaient pas guider l'artillerie. Et donc pour revenir à ces Coréens, ils ont fait comme ils ont pu en période de guerre. Ils ont tout simplement, on le voit bien sur les images, ils ont tout simplement viré ces retraités de chez eux pour prendre leur place. Que l'on voit assis, voilà, dans le froid, à la merci des drones ukrainiens. Pendant que les soldats nord-coréens sont je dois quand même attirer comme l'attention, c'est que oui, qu'ils ont mis les civils russes dehors, certes, mais en temps de guerre, on s'abrite où on peut, quand on peut. Donc ce n'est pas forcément parce qu'ils voulaient mettre les civils dehors, c'est qu'ils ont utilisé la maison pour se mettre en état de défense, évidemment, bien se protéger. Donc voilà, il faut quand même revoir les choses. Pourquoi le militaire fait ça? De la situation. On ferait pareil. Ils le font pas par plaisir. Non, mais ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que bien évidemment, ce serait en Ukraine, voilà. Mais là, c'est en territoire russe, ils ont été qui pourront avoir un certain ressentiment contre pour aller Moscou, combattre contre le et défendre le territoire russe. Arthur, sur cette
je ne sais pas comment l'appeler, offensive ou contre-attaque, ou en tout cas sur le fait que les Ukrainiens tentent le tout pour le tout. On parlera de négociations et on parlera de Trump dans un instant, mais pour tenter de conserver ce petit bout de territoire russe. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'offensive de ce week-end menée par l'armée ukrainienne. Finalement, les résultats sont quand même plus probants, ou en tout cas plus efficaces que ce que peuvent faire les Russes, par exemple, dans le Donbass. En 2 jours, ils ont conquis autant de territoire que ce que les Russes arrivent à faire habituellement en 10-15 jours dans le Donbass. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, c'est la réussite des Ukrainiens dans ce que le général appelait la guerre électronique. Et on voit énormément les blogueurs russes, même soutiens du régime, s'alerter et s'énerver sur, effectivement, la défaite de la Russie sur ce champ-là. C'est-à-dire les mêmes qui se sont énervés sur la défaite de la Russie en Syrie, sur un autre terrain d'ailleurs. Mais bien sûr. Il y a un discours en ce moment du côté de Moscou qui n'est pas tendre avec le pouvoir. Et ben parce que Koursk cherche à montrer les Ukrainiens. Exactement, parce que Koursk, effectivement, trouve qu'il y a un intérêt militaire à cette offensive, mais il y a aussi un intérêt politique, effectivement, d'humilier le pouvoir russe et de le montrer plus faible qui ne veut ou qui prétend ne pas l'être. Et véritablement, avec ces images de soldats nord-coréens, donc de soldats étrangers, qui prennent possession des maisons de citoyens de la Fédération de Russie pour s'abriter sur le territoire russe, je veux dire, on parlait de l'Ukraine, mais en Ukraine, je ne me souviens pas d'avoir vu d'images de soldats ukrainiens rentrer dans la maison de citoyens ukrainiens pour se protéger. Et ça, on le voit en Russie. Et je veux dire, c'est des images qui vont beaucoup interroger ceux qui sont partisans du modèle russe, du modèle de souveraineté russe, du souverainisme russe. Je veux dire, on peut interroger cette souveraineté lorsque des soldats étrangers qui sont censés être alliés à votre armée se planquent dans les maisons de vos citoyens pour se protéger et les mettre à la porte. Avec nous, Sylvia Amikon, vous allez nous parler de l'opération séduction d'un certain Volodymyr Zelensky qui continue. Alors, on l'a vu avec Donald Trump et tout à l'heure on va vous diffuser, alors là le comble peut-être de la flatterie ou alors de l'intelligence de connaître qui est son nouvel allié. D'abord Sylvia, sur cette opération séduction, oui, au sens très large. Effectivement, elle lui met un peu la pression pour résoudre ce conflit en faisant son éloge, en vantant son influence aussi auprès des autres dirigeants européens qui lui demandent comment ça s'est passé dès qu'il l'a eu au téléphone ou dès qu'il le voit. Regardez ce qu'il dit, Zelensky. Cela n'est jamais arrivé auparavant avec un président américain. De ma propre expérience, cela vous rend confiant qu'il puisse mettre fin à cette guerre. Notre peuple compte sur lui, ajoute-t-il. Et puis surtout, il s'adresse aux électeurs de Trump, Zelensky, quand par exemple il propose d'acheter des armes à la nouvelle administration avec des avoirs gelés russes. Les républicains le disent depuis longtemps, plus question de fournir des chèques en blanc aux Ukrainiens de la part des Américains. Ce serait donc un accord gagnant-gagnant. L'Ukraine s'engage à acheter toutes ses armes aux États-Unis avec cet argent des avoirs. Regardez ce que dit le président ukrainien. Ce sera très bon pour votre industrie. Pour les États-Unis, nous y mettrons de l'argent russe, pas ukrainien, pas européen. Des actifs russes, ils doivent payer pour cela. Il en profite aussi pour passer un peu de pommade à Elon Musk. Il le respecte, dit-il. C'est un grand leader de l'innovation dans le monde, dit-il. Il aimerait qu'il soit de leur côté. Et d'ailleurs, il l'invite en Ukraine. Alors, il va même plus loin quand je parlais des amis. Il va même jusqu'aux ennemis. Un certain président biélorusse, Loukachenko, pourtant fidèle des fidèles de son ennemi Poutine. Oui, en effet, et selon le président Zelensky, il l'a eu au téléphone quelques jours après le début de la guerre. Et voici ce qu'il lui aurait dit suite à des missiles à lancer sur son territoire depuis la Biélorussie. Il a dit que ce n'était pas lui qui avait lancé les missiles. Ce sont ses paroles. J'ai des témoins. Il m'a dit qu'il s'excusait et que Volodya, ce n'était pas lui. Ce n'est pas moi qui commande, m'a-t-il dit. Ce ne sont que des missiles. C'est Vladimir Poutine. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Au téléphone, je me souviens de cette conversation. Je lui ai dit, toi aussi tu es un assassin. Et il m'a répondu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas combattre les Russes. Voilà, anecdote très intéressante de la part du président Zelensky. Et il a fallu quand même 15 heures à l'attaché de presse de Loukachenko pour réagir. Oui, ce coup de fil... C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ce coup de fil a bien eu lieu, effectivement, mais il n'y a pas eu d'excuse. Regardez ce qu'il dit. Il ne s'est pas excusé auprès de Volodymyr Zelensky pour la simple raison que nous n'avons aucune raison
de nous excuser. Voilà, il prétexte une réaction émotionnelle et que son fils avait le téléphone de Zelensky voilà, dans son répertoire. Bref, en tout cas, Loukachenko, effectivement, a toujours une position d'équilibré dans ce conflit. Il ne prend pas part directement à la guerre, mais il est un allié indéfectible de Poutine qui accueille des combattants Wagner après le coup d'État raté, mais aussi les armes nucléaires tactiques pour faire peur à Kiev début décembre. Il a même demandé au président russe de déployer des systèmes de missiles Oreshnik sur son territoire. Jusqu'à 10 systèmes seraient déployés prochainement. Loukachenko qui a besoin de Poutine alors que vous le savez, il va briguer un 7e mandat ce 26 janvier. Il semblerait même que les Américains, et notamment du côté de Trump, s'en rendent compte en disant que ça risque d'être plus compliqué. Les 48 heures sont oubliées, bien évidemment, mais faire une opération de char vers Trump. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir de Vladimir Poutine. Ça ne va pas être simple. Bien sûr, et c'est surtout que beaucoup d'observateurs ou de commentateurs et même de responsables politiques semblent avoir quand même oublié les positions du Kremlin sur l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Il y a la question territoriale, effectivement, du Donbass et de l'annexion constitutionnelle des 4 oblasts qui considèrent comme appartenant à la Fédération de Russie. Mais il y a quand même 2 autres points. La volonté russe était une neutralité de l'Ukraine, donc pas d'appartenance à l'OTAN. Et sur la question de l'appartenance à l'Union européenne, il y a quand même une interrogation. Une zone démilitarisée entre la Russie et l'Ukraine. Et une autre qui était le remplacement du régime, entre guillemets, corrompu de Kiev. Et là-dessus, est-ce que les Russes sont prêts à faire des concessions sur leur position? Et ça, en réalité... C'est l'essentiel pour eux, alors que d'avoir un pouvoir à Kiev qui soit totalement à leur botte. Bien sûr, à l'image de Loukachenko au Bélarus. Oui, ce qu'ils veulent, c'est Yanukovych avant de se faire dégager par évidemment. Par Maïdan. Mais ce qui est fascinant dans l'interview de Zelensky, c'est à quel point, en fait, lui-même est rentré désormais dans le langage de Donald Trump. C'est-à-dire que depuis le 24 février 2022, Zelensky, lorsqu'il était dans des interviews et lorsqu'il parlait de cette guerre, il disait que l'Ukraine était aux avant-gardes de la défense de la démocratie, de la liberté, du droit international. Et aujourd'hui, les mots qu'il emprunte, c'est le langage de Trump. C'est on n'est pas dans le camp des démocraties ni de la liberté, etc. En fait, on veut être dans le camp des winners. Ne pas être considérés comme des losers. Et ça, c'est un changement grammatical sur lequel les Européens doivent être assez vigilants et ne pas trop l'emprunter.